Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de l'utilisation des modèles préentraînés dans la catégorisation de texte. Voilà. De manière plus générale, en réalité, dans l'utilisation des algorithmes de machine learning, après avoir fait un pré-traitement sur les corpus. C'est ça l'idée, hein. On est bien dans le text mining. Alors, je resitue les choses très rapidement pour que tout le monde puisse voir où on en est. J'ai un cours de text mining que je fais à l'université, très bien, donc la page web, vous le trouverez sous Google sans problème. Et dans ce cadre-là, j'utilise en partie R et en grande partie Python. Voilà, très bien. Et pour chaque séance est thématisée avec moi, et dans pour chaque séance, je fais le choix de tel ou tel package. Ce n'est pas les seuls packages possibles. Il y a d'autres packages également qui permettent de faire le traitement en réalité. Voilà. Donc, mon idée, c'est de compléter chacun de mes enseignements par une vidéo en traitant de la même thématique, mais en utilisant d'autres packages. C'est ça l'idée. Alors justement, dans cette vidéo-ci, je vais parler des modèles préentraînés. Alors, il y en a beaucoup sous Word2Vec, typiquement. On peut en trouver, là, c'est une page web qu'on peut retrouver ici. Vous avez l'URL qui est là, voilà, dans différentes langues d'ailleurs. Bon, là, j'ai fait le choix de l'anglais en l'occurrence. Voilà, mais on peut aussi en avoir en français ou, je ne sais pas, dans d'autres langages. Voilà, très bien. Il n'y a pas le malgache, tiens. Ça viendra peut-être. Ça viendra sûrement. Ok, très bien. Alors, l'idée, c'est comment exploiter ces modèles préentraînés-là dans un processus de machine learning. C'est ça l'idée. Alors, pour bien illustrer ça, je me suis positionné dans le cadre de la catégorisation de texte. C'est ça l'idée. En particulier dans l'analyse de sentiments. Je vais revenir après. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici un corpus qui est étiqueté. Donc là, on va voir tout à l'heure ce que c'est que la base. On a ici la variable cible qui est binaire, soit le commentaire est positif, soit le commentaire est négatif. On va utiliser la base IMDb. Voilà. Et là, on a les documents correspondants. Alors, pour que ce soit plus concret, on va travailler sur la base IMDb, justement. Je l'utilise beaucoup, la base IMDb, mais elle est très bien, cette base. Elle est très bien, cette base. Voilà. Donc, et ça me permet, moi, en TD, d'utiliser d'autres bases et en projet de faire utiliser d'autres bases. C'est ça l'intérêt. Je ne veux pas que. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, c'est pour ça que dans toutes mes vidéos TechPlanning, j'utilise la même base. Bah oui, ça me permet de faire autre chose dans mes TD, on est d'accord. Mais bon, c'est une base qui est très bien parce qu'il y a suffisamment d'éléments pour qu'on puisse voir différents aspects du NLP, du Natural Language Processing. Bien, qu'est-ce qui se passe? On a des critiques de films et ces critiques de films-là ont une certaine polarité. Voilà. Alors, la base, elle est là. Voilà, je l'ai ouverte là. Non, elle n'est pas là. Elle est là, en fait. Très bien. Et je l'ouvre ici. Très bien. Donc, voilà. Là, on a les commentaires de films. Très bien. Et chaque commentaire de film a une certaine polarité. Soit le commentaire est plutôt négatif, voilà, soit le commentaire est plutôt positif. C'est ça l'idée. On a 2000 commentaires en tout. 1000 négatifs, 1000 positifs. Voilà, très bien. On est vraiment dans le cadre très classique d'analyse des sentiments. On est bien d'accord là-dessus. Alors, quelle est la particularité aujourd'hui? La particularité aujourd'hui, c'est qu'on va utiliser des modèles préentraînés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai le corpus qui est là, qui est étiqueté, positif, négatif. Voilà le texte. On a vu ce que c'était pour IMDb. Et on va utiliser un modèle de représentation préentraîné pour construire une matrice documents et descripteurs, features. Wow. Alors, comment ça se passe en réalité? C'est que souvent, ces modèles préentraînés-là ont été préentraînés justement sur des très, très, très grands corpus. Wikipédia ou d'autres corpus par ailleurs, ainsi de suite. C'est ça l'idée. Et donc, ça permet d'avoir des représentations des termes d'une part et d'inférer sur la représentation des documents d'autre part. Voilà. Voilà ce qui se passe. Très bien. Et nous, en l'occurrence, on va utiliser les représentations de Word2Vec. Mais il y en a d'autres possibles. Donc, nous, ce qu'on va utiliser, c'est des représentations qui sont là. Et en particulier, je vais en prendre un de ceux-là. Je vous montrerai tout à l'heure le fichier que j'ai réellement utilisé ici. Voilà. C'est quoi l'intérêt de ça? C'est que du coup, maintenant, j'ai une matrice document features qui est exactement une représentation classique des données dans un processus de machine learning. C'est-à-dire que là, j'ai les features, les variables, si vous voulez, qui ont été générées ici par le modèle préentraîné sur les grands corpus. Voilà, et on a ici les pondérations. Très bien. Et on a toujours la variable cible. Et ça, c'est un tableau de données qu'on sait manipuler très bien en machine learning. C'est un tableau individu variable. Voilà, très bien. Alors, la dimensionnalité ici, elle dépend justement du modèle préentraîné qu'on a utilisé. Donc, c'est bien ce qu'on voit ici. Il y en a certains, on a 100 dimensions, d'autres, on a 300 dimensions, ainsi de suite, selon la puissance de représentation qu'on veut utiliser. Très bien. Alors, on peut se dire que plus c'est grand, mieux c'est, mais ce n'est pas aussi vrai que ça en réalité,
parce que, bon, ça dépend des problèmes qu'on traite, ça dépend aussi des particularités du corpus qu'on est en train de manipuler, ainsi de suite. Voilà. Et aussi, quand on a des représentations plus grandes, bah, les temps de calcul sont plus élevés également. Très bien. Une fois que j'ai le tableau classique, je peux mettre en œuvre les processus normaux de machine learning. Si on est en apprentissage supervisé, dans un modèle prédictif, qu'est-ce qui se passe? Je prends la base, je vais les scinder en deux parties, une partie pour l'apprentissage, une partie pour le test, avec des proportions usuelles, hein, mais bon, on n'est pas obligé, hein, 70% pour l'apprentissage, 30% pour le test. Sur la base d'apprentissage, on crée le modèle prédictif. J'ai mis un réseau de neurones ici parce que c'est l'usage dans les tutoriels qu'on voit sur Internet, mais on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Voilà. Puisqu'on a un tableau classique, on peut utiliser n'importe quel algorithme d'apprentissage supervisé. C'est ça l'intérêt de l'affaire. Voilà. Une fois qu'on a créé le modèle prédictif, on l'applique sur l'échantillon test pour avoir d'une part ici les étiquettes observées sur l'échantillon test et les étiquettes prédites sur l'échantillon test. Et une fois qu'on a ces deux colonnes-là, on peut calculer matrice de confusion avec les différents indicateurs, accuracy, rappel, précision, F-score, F-mesure. Ça, c'est la première partie. Alors déjà, il y a un premier élément. C'est que j'ai utilisé ici le modèle préentraîné pour créer ici la matrice document features, si vous voulez. Très bien. Et ensuite, j'ai scindé un apprentissage test. Est-ce que ce n'était pas plus judicieux, plus honnête en termes de performance, de plutôt appliquer ce modèle-là après avoir fait la scission apprentissage test? Est-ce que ce n'est pas plus judicieux? Ben, la réponse est non, ce n'est pas plus judicieux. Pourquoi? Parce que dans ce modèle préentraîné-là, il va traiter chaque document du corpus de manière indépendante des autres. Donc, il n'y a absolument pas de lien entre eux en réalité. Donc, là, chaque ligne a été traitée de manière indépendante et donc, effectivement, que je fais la scission avant, ici, dans cette partie-là, ou après avoir créé la matrice document en features, j'aurai exactement les mêmes matrices là. C'est ça, hein, avec le même random stat, on aurait exactement la même matrice. Voilà. Donc, ce n'est pas absolument un problème, ce n'est pas un problème absolument qu'on fasse cette partie-là ici et la scission apprentissage test après. Parce que quand on a appliqué le modèle préentraîné sur notre corpus, chaque document a été traité de manière indépendante des autres. C'est pour ça que j'ai le droit de le faire. J'insiste là-dessus, hein, j'insiste vraiment là-dessus. Il faut bien savoir ce qu'on est en train de manipuler et quelle est la portée de nos résultats. Ça, j'en parle souvent et c'est important que tout le monde mesure bien ces différents aspects-là. C'est quoi l'intérêt de faire un apprentissage supervisé, de faire tout ce processus-là? L'intérêt, tout simplement, c'est que par la suite, quand j'ai un nouveau document ici à classer, un commentaire supplémentaire de film, typiquement, quand j'ai un nouveau document à classer, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je prends ici le modèle préentraîné, je l'applique dessus, j'ai une représentation vectorielle du document et j'applique le classifieur sur la représentation vectorielle du document et j'ai la classe prédite, soit positive, soit négative. C'est ça l'intérêt. Hein. L'intérêt final, c'est le déploiement. C'est ça l'intérêt de l'affaire. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. Très bien. Donc, l'idée dans cette vidéo aussi, c'est de reproduire ce schéma-là. Alors, il y a une petite particularité, parce qu'il y a d'autres méthodes en réalité. Moi, je me suis vraiment focalisé. Déjà, on va travailler sur GenSim. Hein. On a fait plusieurs vidéos sur GenSim. Vous ne pouvez pas me dire que vous ne connaissez pas GenSim après ça. On est d'accord. Hein. Là, vous connaissez GenSim maintenant. Je vais la troisième sur GenSim. Là. Très bien. Alors ça, c'est un premier point. Et on va se focaliser sur Word2Vec. Il y a d'autres approches possibles. Il y a d'autres approches possibles. On m'a dit que, par exemple, BERT est un outil, un modèle préentraîné qui peut être très intéressant. C'est à regarder ça. Hein. On m'a dit que vous avez un projet à faire pour le groupe du mardi, hein, avec qui je travaille habituellement. On m'a dit qu'on a un projet à faire, c'est ce que je crois savoir. Hein. Ben voilà, regardez. Donc moi j'en ai fait un là, un tuto dans un cadre très particulier. Ce qui est important dans le tuto, c'est le schéma global. Après, les outils, c'est à vous de choisir l'outil le plus intéressant par rapport à ce que vous êtes en train de faire et le modèle le plus intéressant par rapport à ce que vous êtes en train de faire. C'est ça l'intérêt de l'affaire. Hein. Donc moi, encore une fois, j'ai fait le choix d'utiliser ces modèles préentraînés qu'on voit sur Wikipédia 2Vec ici, avec Word2Vec, mais vous, rien ne vous empêche de regarder ici, par exemple, et je vois, je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même, voilà qu'il y a des tutos pas mal là, là, avec BERT d'une part, très bien, et avec une librairie également, PyTorch. J'en ai parlé plusieurs fois, hein. On ne l'a jamais fait réellement parce que j'ai fait les choix d'autres outils pour m'aider, mais qu'est-ce qui vous empêche de regarder PyTorch ou PyTorch, enfin le truc là, hein,
absolument aucun problème. Voilà. Alors, comme j'ai fait le choix de Word2Vec, il y a une petite particularité. C'est que dans Word2Vec, en réalité, on a un travail à deux temps. Le modèle préentraîné, qu'est-ce qu'il fasse? Il a une représentation vectorielle en dimension P des tokens. Voilà. Donc, il y a un travail à faire pour que, quand j'ai un document qui est en fait une suite de tokens, il faut que j'utilise cette information-là pour avoir une représentation de chaque document. C'est ça le travail supplémentaire à faire ici. Hein. Ce qu'on a avec le modèle préentraîné, c'est une représentation vectorielle des tokens. C'est ça qu'on a. Et nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est une représentation vectorielle des documents. Or, un document est une suite de tokens. Donc, l'idée, tout simplement, c'est de prendre chaque token du document, de regarder sa représentation vectorielle, de l'additionner et de calculer la moyenne, qui permet d'inférer là-dessus. C'est le choix que j'ai fait dans ce tutoriel. Ce n'est pas la seule méthode possible. Hein. Il y a d'autres approches possibles. Il me semble que dans BERT, c'est un peu différent, par exemple. Hein. On m'a dit qu'il y a une petite case dans la matrice là qu'il faudrait regarder. Voilà. Très bien. Donc, moi, j'ai fait un choix particulier ici, avec d'une part Gensim et l'utilisation des représentations Word2Vec. Voilà ce que j'ai fait. Hein. On est bien d'accord. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Ce qui est important, c'est le schéma. Hein. C'est ce schéma-là. C'est ce schéma qui est important. Schéma global. Après, comme j'ai fait des choix particuliers, voilà, j'ai une étape intermédiaire ici d'abord et je dois faire un calcul supplémentaire pour avoir une représentation vectorielle des documents. Bien, le préambule est long, mais j'ai suffisamment l'habitude des cours et des étudiants pour bien savoir que si on ne situe pas très bien les choses, on peut s'imaginer des calculs qui ne vont pas dans le bon sens et après on a des résultats qui sont très décevants et on ne sait pas à quel moment ça n'a pas marché en réalité. Généralement, c'est parce qu'on n'a pas suivi toutes les étapes. Des fois, il faut être très scolaire. Hein. Ça, je l'ai dit à plusieurs reprises. Il faut être très scolaire, faire les étapes pas à pas. Hein. Vous allez très vite dans votre écriture de code. Hein. Je vois la vitesse avec laquelle vous écrivez le code maintenant, que ce soit sous R ou sous Python. Mais de temps en temps, il faut s'arrêter un peu et regarder, mais je fais quoi là en fait? Je fais quoi ainsi de suite? Très bien. Alors ça, c'est bon maintenant. Donc moi, j'ai fait le choix ici de prendre une des librairies qui est là et elle est là justement. Elle est là. J'ai pris le en wiki, voilà, avec santé. Voilà, qui est en mode texte, ici, qui est ensuite zippé, enfin, qui est archivé. Voilà, voilà ce que j'ai pris. Très bien. Alors, j'ai fait le choix de celui-là. Pourquoi? Parce que sinon, les temps de calcul sont faramineux. Bon, on n'a pas encore de machine faramineuse pour l'instant. Je n'en dispose pas. En tout cas, pour mon compte, je ne dispose pas de... J'aimerais bien, hein, mais non, je n'en ai pas. Très bien. Donc, j'ai pris la représentation la plus petite possible. Hein. Ce que je veux montrer, tout simplement, c'est l'idée de la démarche hein, et de voir qu'est-ce qu'on peut en attendre. Voilà. Mais effectivement, quand vous travaillez sur des vraies données et que vous travaillez, que vous voulez utiliser une puissance plus intéressante, des représentations plus puissantes, hein, qu'on peut voir ici, voilà, ben, je vous enjoins déjà de travailler dans le cloud. C'est mieux, hein, je pense que c'est mieux. Voilà, et là, vous avez tout le loisir d'utiliser des modèles plus performants. Voilà, c'est à vous de voir. Bien. Une fois qu'on a ça, donc je peux commencer. Je peux commencer et l'idée, hein, c'est de bien reproduire cette démarche-là. Il faut qu'on ait un filigrane. Malheureusement, je ne peux pas faire deux copies d'écran en même temps, donc je me reste un écran. Je vais essayer de mettre ça par là. Voilà. Tac, tac. Voilà, et je vais le mettre par ici. Voilà, comme ça, on l'a bien sous les yeux. Voilà, je le mets là. Comme ça, on ne perd pas le fil. Et donc, j'ai préparé ici, tac, le notebook. Alors, du coup, je vais le mettre par là, comme ça. Bien, on voit bien. Alors, comme d'habitude, donc j'ai préparé le notebook, comme d'habitude, je ne vais pas taper le code parce que ça ne sert à rien ici, il vaut mieux qu'on se concentre sur les interprétations. Et comme d'habitude également, il y a la partie préparation de données. Ça, je l'ai expliqué à plusieurs reprises dans les vidéos. Hein. Je l'ai expliqué là, je l'ai réexpliqué ici. Je ne vais pas perdre du temps là-dessus. Hein. Donc, je vais laisser vide sur la partie préparation du corpus pour pouvoir appliquer les analyses. On est d'accord là-dessus. Bien. Alors, comme d'habitude également, je prends un LTK parce qu'on a besoin de faire une préparation de données. Voilà, voilà la version que j'utilise. Et pour Gensim, j'utilise la version 4.0. C'est important, surtout que depuis la version 4.4, il y a des modifications substantielles dans Gensim. OK. Alors, j'importe ça un peu. Ensuite, j'importe la base. Très bien.
Normalement, ça devrait marcher. J'importe la base et on a bien ici, ID, c'est le numéro de ligne. Ensuite, on a le label et ensuite, on a les commentaires. J'affiche les premières lignes. Voilà, on a bien ici les premières lignes, les 5 premières lignes du corpus. Non, les 6 premières lignes. Non, oui, les 5 premières lignes du corpus. Voilà, ça, c'est l'étiquette. Voilà, le sentiment, si vous voulez. Et là, on a le commentaire associé. OK. Alors, il y a une série de nettoyages à faire, justement, pour pouvoir appliquer la tokenisation et tout ce qu'on veut faire avec. Donc déjà, je le transforme sous forme de liste. C'est tout simplement pour les formats internes. Et je passe tout en minuscule. Voilà, très bien. Donc, je transforme sous forme de liste le corpus, parce que pour l'instant, c'est une série Spanda. Là. Ce qu'on a là, cette colonne-là, c'est une série Spanda. Très bien. Donc, je la mets sous forme de liste. Voilà. Et ensuite, je transforme tout en minuscule. Ça, c'est une préparation classique. Je récupère dans la librairie string les ponctuations et je retire les ponctuations. Voilà, très bien. Donc là, typiquement, hein, I don't have much, le point là, voilà, il l'a supprimé, this movie. Ici aussi, on avait la cote, il l'a enlevé également. Très bien, ainsi de suite, ainsi de suite. Très bien, on a. Ensuite, on va faire la tokenisation, voilà, très bien, c'est-à-dire qu'on va remplacer le document qui est une chaîne de caractères en une liste de tokens, voilà, et on avait besoin de punct, hein. Donc moi j'ai fait plusieurs fois la vidéo déjà, j'ai fait aussi, voilà, donc j'ai pas besoin d'utiliser punct, j'ai pas besoin d'installer punct. Vous, si c'est la première fois que vous le faites, il faut installer punct, hein, qui est un outil qui permet de faire la tokenisation. Très bien, donc je montre ici les documents avant la tokenisation et après, effectivement, la chaîne de caractères a été changée en une liste de, en liste de tokens. Très bien. Alors, ensuite, je fais la lemmatisation. Très bien. Hein. Voilà. Donc ça, j'ai expliqué, je ne vais pas m'attarder énormément là-dessus également. Hein. Pareil, si c'est la première fois, il faut que vous installez d'abord WordNet. Très bien. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut voir? Généralement, en fait, ce qu'il a changé, c'est qu'il a enlevé donc les termes qui étaient au pluriel. Il les a mis au singulier. C'est ce qui se passe dans cette. Voilà, mais c'est plus large que ça, la lemmatisation, on est d'accord, hein. C'est revenir sur la forme canonique. J'ai expliqué ça dans les précédentes vidéos, je ne vais pas revenir là-dessus. Hein. Par exemple, vous avez le verbe être, c'est suis, et, somme, être, et puis sont. Finalement, tout ça, ça s'apporte en fait à l'auxiliaire être. Voilà. Donc, on peut remplacer dans tous les documents suis ou somme ou être avec être. Voilà, très bien. C'est ça l'idée. Donc ça, c'est fait. Et je vais enlever les stopwords. Donc je récupère les stopwords, très bien, et ensuite je retire des documents les stopwords. Voilà. Donc on peut le voir ici. Hein. Il a enlevé le I, il a enlevé le ainsi de suite. Le tout, il l'a enlevé également. Voilà. Alors, quand les termes sont trop courts, on peut se dire qu'ils n'amènent pas d'informations. Donc là également, j'enlève les termes qui sont moins de 3 caractères. Et voilà, très bien. Donc ça, c'est la partie pré-traitement des documents. Quand je vais généraliser dans la population, il faut que j'applique les mêmes pré-traitements. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Quand je vais appliquer ici mon modèle prédictif, là, il y a toute une série de tâches qui est préparatoire qu'il faut faire, et notamment le pré-traitement des documents, c'est important qu'on le fasse. C'est important qu'on le fasse. Bien, c'est là que c'est intéressant. Donc maintenant, je vais charger cette fameuse librairie préentraînée. Librairie préentraînée qui est là, elle est là. Voilà. Que je suis allé récupérer sur le site web qui est là. Très bien. Donc l'idée de cet outil-là, c'est qu'il va me permettre d'avoir une représentation vectorielle des tokens. C'est ça l'idée. OK, très bien, allons-y. Alors là, ça va être un peu long, donc je vais lancer les calculs et je vais suspendre la vidéo. On verra, il est 12h07, là, on est le 17 décembre, il est 12h07. Je vais lancer cette cellule-là dans Jupyter, je vais suspendre la vidéo et on verra ce qui se passe. Et je reprends la main après avec le modèle préentraîné chargé en mémoire. Je réduis ça, Zoup, paf. Je suspends la vidéo. Ça y est, je reprends la main. Hey, il est 12h15, ça a pris du temps. Bah oui, ça prend du temps, pourquoi? Parce que déjà, le fichier il est d'un certain volume, hein, il est de 870 mégas, mais en plus, c'est du texte compressé. Donc, il a dû le décompresser, lire, c'est du boulot. Voilà. Et c'est pour ça que dans ce genre de cas, soit il faut avoir une machine très performante, soit il faut travailler dans le cloud.
C'est nettement plus intéressant dans le cas. Bon, là, ici, moi, j'ai fait ce choix. Très bien. Et c'est ce qui m'a restreint. C'est pour ça que j'ai pris une des représentations les moins développées. Parce que sinon, si je prenais, là, les volumétries sont nettement plus élevées, là. Donc là, c'est pas 7-8 minutes, hein, je reviens demain. OK. Très bien. Une fois que c'est fait ça, alors maintenant, je regarde ici. Hein, j'exécute, voilà. J'ai une matrice, voilà, avec 4 530 030 termes, tokens, en 100 dimensions. Si je reviens dans mes schémas ici, donc on est bien sur la page 2, là, cette fois-ci, voilà, et le modèle préentraîné, ici, il y a en ligne, il y a 4 530 000 tokens, termes, voilà, et voilà les représentations, P ici est égal à 100. Voilà ce que l'on dispose à ce stade-là. J'ai chargé la représentation. Alors, faisons quelques petits tests dessus pour vérifier. Quelles seraient les coordonnées, par exemple, voilà, du token McEnroe? Vous connaissez McEnroe, un grand joueur. McEnroe 1984, c'est, je pense, le meilleur joueur de toute l'histoire du tennis. De l'année 84, hein, pas sur toute sa carrière, mais en 84, je pense que c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire du tennis, hein, si ce n'est le meilleur. Tout le monde, le GOAT, là, pour le coup, en 1984, c'est une question de période, tout simplement. Alors, voyons les coordonnées de McEnroe. Paf, voilà, on a bien cette, là, si je prends ici, donc le token, c'est McEnroe, la ligne McEnroe, et on a 100 colonnes, parce qu'on a pris le modèle pré-entraîné avec 100 dimensions, et voilà les valeurs de cette ligne. Voilà ce qu'on a. Alors, bien sûr, on peut faire des opérations ici de similarité. Typiquement, mode similar va calculer la similarité avec les autres termes, avec une similarité cosinus, voilà, et ensuite va afficher les termes les plus proches, les n termes les plus proches. Donc, quels sont les termes qui sont les plus proches de McEnroe? Voilà, il n'y a pas de surprise. Il y a Jimmy Connors, pareil, un grand champion américain, Jim Courier, champion américain, Boris Becker, des personnes de la même... Son frère, Patrick McEnroe, voilà. C'est toujours les gauchers les meilleurs dans ce genre de cas. Voilà, il y a Pat Cash, Ivan Lendl. Ce qui est très étonnant quand j'ai répété, c'est que je n'ai pas trouvé Björn Borg. Je m'attendais à voir Björn Borg là. Hein, voilà. Mais il n'est pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Bon, très bien. Mais bon, sinon, les résultats en eux-mêmes sont extrêmement parlants. On voit bien les champions des années 80. Très bien. Alors, il y a un exemple typique qui est souvent dit, qui est souvent mis en avant dans War to Vex, c'est si je prends un roi et que je parle d'une femme et que je ne veux pas parler d'homme, normalement, on doit tomber sur une reine. Hein, je prends le roi, je rajoute la femme, je retranche l'homme. C'est comme ça que c'est présenté de manière très romantique dans les documents qu'on trouve en ligne. Hein. Normalement, les résultats qu'on doit avoir, c'est reine. Essayons voir. Et c'est bien le cas, hein, effectivement. Quand je prends l'homme, je rajoute la femme et j'enlève l'homme, c'est bien une reine. Très bien. C'est un exemple emblématique de Word2Vec qu'on met systématiquement en avant dans tous les tutoriels. Bon, je fais un tutoriel, je montre aussi. Très bien. Donc, à ce stade-là, on a cette représentation-là. On est bien d'accord là-dessus. Hein, voilà ce qu'on a. Donc, nous, qu'est-ce qui se passe? On va appliquer cette représentation-là sur chaque document du corpus, hein, qui a été tokenisé. Voilà. Donc, j'ai une représentation vectorielle de chaque token. Un document, c'est une liste de tokens. Je vais prendre tout simplement l'ensemble des vecteurs concernés, je les additionne et je calcule la moyenne. Voilà. Et du coup, j'ai une représentation du document avec un vecteur de taille 100 également. Voilà ce qui se passe. Donc, c'est ce que je fais ici. Alors, j'ai écrit une petite fonction, tout simplement, parce que, bon, comme je vais l'utiliser à plusieurs reprises, voilà. Regardez 2 secondes, mais c'est pas besoin d'être prix Nobel pour comprendre ça. Hein. J'importe NumPy, je crée une fonction. Qu'est-ce qu'il prend en entrée? Il prend le document à traiter. Voilà, donc ici, c'est la ligne de chaque élément ici. Et le modèle pré-entraîné, celui qui a été chargé ici. Donc, on a mis 8 minutes à charger. Très bien. Qui dispose donc de la représentation vectorielle de chaque token. Voilà. Qu'est-ce que je fais ensuite? Voilà, dans ma fonction, je récupère la dimensionnalité. P, c'est ça en l'occurrence pour nous. Ensuite, je crée un vecteur qui va consolider les résultats intermédiaires, tous les résultats, pour avoir la représentation du document. Et je le remplis de 0. Bah oui, j'ai rien, donc je remplis 0 au départ. Ensuite, je vais compter le nombre de tokens trouvés. Hein, donc ça, c'est un compteur de tokens qu'on aura trouvé. Et je vais itérer sur chaque token de document, puisque le document a été tokenisé. On voit bien ici, hein, que le document a été tokenisé. Voilà ce qu'on a. Si je prends par exemple le document numéro 0, le premier document, voilà les tokens qui le composent. OK. Qu'est-ce que je fais alors? Qu'est-ce que je fais? Voilà,
je récupère tout simplement la représentation vectorielle du token concerné, voilà, et je le rajoute dans mon vecteur tampon ici. Voilà, et je dis, j'incrémente d'une unité le nombre de tokens qui a été trouvé. Alors, s'il ne le trouve pas, ça fait une erreur. Hein. Si je demande de chercher, par exemple, je ne sais pas, enfin un terme comme ça, là, enfin un truc comme ça, ou schmilblick, voilà. Peut-être que schmilblick, il n'y est pas, je ne sais pas, en anglais, je ne sais pas s'ils connaissent schmilblick. Donc, si c'est un token qui n'existe pas, cette commande-là provoque une erreur. Cette commande provoque une erreur. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un gestionnaire d'exception. Voilà. Et si on a une exception, je passe le tour tout simplement et je passe au token suivant. Voilà, tout simplement l'idée. Parce que sinon, hein, si vous donnez un token qu'il ne connaît pas, lui, il fait une erreur. L'outil fait une erreur. Donc, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. Hein. Très bien. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je regarde si on a trouvé au moins un token. Bah oui, si on n'a pas, ça ne sert à rien. Si on a trouvé au moins un token, c'est là que je fais la fameuse moyenne. Voilà, très bien. Et donc, pour représenter un document ici, j'ai un vecteur de taille 100. OK, j'exécute. Ça y est, maintenant, la fonction est en mémoire. Vous avez vu. Une fois que la fonction est en mémoire, donc je vais l'appliquer maintenant, cette fonction-là, pour passer de la représentation des tokens vers la représentation de chaque document du corpus qu'on est en train de manipuler. Très bien. Donc, je fais une boucle tout simplement sur l'ensemble des documents du corpus, j'applique ma fonction et le vecteur correspondant, je rajoute dans une liste et je transforme ça sous forme de matrice NumPy pour avoir cette représentation-là, la partie orange ici. Donc, j'exécute. Voilà, c'est relativement rapide. Et j'ai bien une matrice 200 parce qu'il y a 200 documents dans mon corpus, 100 parce que c'est 100, c'est la dimensionnalité du modèle préentraîné. Et bien sûr, pour avoir ça, pour avoir ce tableau-là, qu'est-ce qui se passe? Je vais numéroter pour avoir les noms de variables et je transforme en data frame et je rajoute ici la colonne de la variable cible, hein, le fameux label. J'exécute, voilà, très bien, et je rajoute label et je raffiche et on a bien ici le label qui s'est rajouté. Alors le label ici, il est à droite. Dans mon graphique, il est à gauche, mais bon, c'est bien le même tableau, d'accord? C'est bien le même type de tableau. Ça y est, j'ai la représentation. Qu'est-ce qu'il me reste à faire alors? On va appliquer cette partie-là. Hein. Je vais scinder cette matrice qu'on connaît bien, qui est une matrice usuelle en machine learning, en échantillon d'apprentissage, échantillon test. Sur la partie apprentissage, je modélise. Et une fois que j'ai modélisé, j'applique sur l'échantillon test. Et du coup, j'ai deux colonnes, les étiquettes observées et les étiquettes prédites. Et je calcule les performances derrière. Donc, c'est ce que je fais ici. Donc, là, je fais ça dans deux parties. Je mets un échantillonnage stratifié pour être sûr d'avoir les mêmes proportions des classes dans les deux échantillons. Et je mets random stat égale 0 pour que vous puissiez reproduire à l'identique mon tutoriel. C'est ça l'intérêt. Donc, sur l'apprentissage, j'ai 1400 observations. Voilà, 70%. Et sur le test, j'ai 600 observations. Ensuite, j'aurais pu utiliser un réseau de neurones, mais comme je suis pénible, je vais utiliser un autre outil. Hein. Donc, à ce stade-là, en réalité, on n'est pas obligé d'utiliser une méthode de deep learning. Hein. On peut utiliser d'autres méthodes. On a un tableau usuel, là, on a un tableau étiqueté avec un schéma individu variable. Donc, l'algo, on aurait pu faire un arbre de décision. Hein. L'algo qui est là, c'est à vous de le choisir. Hein. Alors, pour changer, pour varier, je ne vais pas utiliser la régression logistique, j'aurais pu, hein, mais bon, pour varier un peu, j'utilise un SVM, voilà, et de scikit-learn, hein, et par défaut, dans le SVM de scikit-learn, c'est un noyau RBF. Alors, je ne manipule pas ici le paramètre de coût qui permet de piloter plus ou moins le fait de coller ou pas l'échantillon d'apprentissage. Hein. On va à l'essentiel ici. Ce qui m'intéresse là, ce n'est pas tellement l'optimisation, c'est de reproduire ce schéma. C'est ça qui m'intéresse dans ce tutoriel. Très bien. Donc, j'instancie le support vecteur machine et je passe ici en X, c'est les explicatives, c'est les V1 jusqu'à V100, et en Y, c'est la variable cible, c'est le fameux label, hein, l'étiquette, les Y. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, très bien, donc ça y est, j'ai mon modèle, c'est pas un réseau de neurones pour le coup, c'est un SVM, très bien. Je fais la prédiction sur le corpus de test, voilà, très bien. Et une fois que j'ai la prédiction, il y a 600 ici, hein, donc j'ai cette colonne Y chapeau, là en bleu foncé, je l'ai maintenant, je crée les différents indicateurs, hein, en confrontant les étiquettes qui sont observées sur l'échantillon test avec les étiquettes prédites par le modèle. Donc j'exécute, voilà. Et il me dit, ah bah c'est très marrant comme chiffre, là on a exactement, ah bah c'est très marrant, très bien, mais pourquoi pas, hein, voilà. Et donc j'ai une accuracy de 79%.
J'ai déclaré 679%. Très bien, ah, c'est très étrange ça, quand même, comme résultat. Hein. Ah oui, oui, on a exactement les mêmes chiffres partout. Pourquoi pas, hein. Bon, très bien. Alors, une fois que j'ai ça, donc ça y est, j'ai fini ce schéma-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si je veux classer un individu supplémentaire, un document supplémentaire? Hein, voilà. Comment je peux reproduire ce schéma-là pour que ici j'ai une prédiction qui tienne la route? Alors, admettons que le document supplémentaire, c'est I really enjoyed this movie. C'est un commentaire plutôt positif. Hein. Si on aime, c'est qu'on aime. Hein. C'est que quand on dit qu'on aime, c'est plutôt pour dire que c'est bien. Hein. On est d'accord là-dessus. Donc, je suis à ce stade-là. Voilà le document supplémentaire à classer. Bien sûr, il faut que je réapplique la série de pré-traitements. Sinon, on n'est pas dans des situations comparables dans la partie basse de schéma et dans la partie haute ici. On est d'accord. Donc, je fais les pré-traitements, je passe en minuscule. Ah, oui, parce que je n'ai pas lancé ici. Mais vous avez vu, hein, les numéros ne matchent pas. Je n'avais pas lancé ici. Donc, je lance celui-là d'abord. Attention. Ensuite, je passe en minuscule. Très bien. Bon, il n'y a pas de ponctuation, donc je ne vais pas enlever des choses qui n'existent pas. On est d'accord. Mais s'il y a des ponctuations, il faut les enlever. Là, il n'y en a pas, là. Donc, je ne le fais pas, tout simplement. Je passe à la tokenisation. Voilà, RLI Enjoy This Movie. Ensuite, je passe à la lématisation. Ça n'a pas de conséquence ici, on a la même chose. Hein. Voilà. Et ensuite, j'enlève les stop words. Voilà, RLI Enjoy This Movie. S'il y avait des tokens de moins de 3 caractères, je les aurais enlevés aussi. Mais il n'y en a pas ici. C'est pour ça que dans cette séquence de traitement-là, je n'ai pas enlevé les ponctuations parce qu'il n'y en avait pas à la base. Non, il n'y en a pas de ponctuation ici. Et une fois que j'ai fait la tokenisation, je n'ai pas de terme de moins de 3 caractères. Donc là aussi, je n'allais pas faire l'opération. On est d'accord là-dessus. Vous, en revanche, non. C'est un exemple ici. Si vous travaillez sur des documents en masse, faites une fonction de la partie pré-traitement. Faites une fonction de la partie pré-traitement et ensuite, pour l'individu classé, pour le document supplémentaire à classer, vous appliquez votre fonction. C'est ça qu'il faudrait faire. Hein. On est d'accord là-dessus. Donc là, je me suis mis dans un schéma très simple là. Mais vous, non, non, non. Vous, il faut absolument que vous industrialisez cette démarche-là. Très bien. Une fois que c'est fait, alors, qu'est-ce qui se passe? Une fois que j'ai une représentation en forme de token, donc je suis à ce stade-là, hein, dans cette partie-là, là, on a les tokens, là, qu'est-ce qui se passe? Je vais générer le vecteur de représentation du document en récupérant les coordonnées des tokens. Really enjoy the movie. Donc, c'est ce que je fais ici. Je réappelle ma fonction, tout l'intérêt de faire des fonctions. Donc, la fonction que j'avais écrite ici, là, je vais le réappeler sur le document supplémentaire à classer en utilisant le modèle préentraîné qu'on avait chargé sur Internet. Allons-y. Très bien. C'est ce que je fais là. Voilà. Voilà la représentation vectorielle du document supplémentaire à casser. Donc, on est né à ce stade-là, dans cette partie-là, à ce stade-là, de V1 jusqu'à V100. On est d'accord là-dessus. Hein. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Je vais appliquer le modèle sur cette représentation vectorielle pour disposer de la prédiction. C'est ce que je fais ici. Hein. Donc, voilà, je fais la prédiction. Alors, comme j'ai un vecteur et que predict de scikit-learn, il attend une matrice, il y a une petite manipulation à faire hein, pour qu'on est dans un format que lui accepte. Un vecteur simple pour lui en une seule dimension, voilà, il n'aime pas en fait, il n'arrive pas à le gérer. C'est pour ça que j'ai fait cette petite transformation-là. Mais fondamentalement, c'est bien ce vecteur-là qui passe. Une fois que c'est ça, j'affiche la prédiction, paf, voilà, et il me dit, bon, j'enlève ce truc en trop là, et il me dit que il y a de fortes chances, il y a 79% de chances, c'est ce qu'on voit là, que ce document-là, c'est pas vraiment ça en fait, c'est que il me dit que la prédiction est positive et on a 79% de chances de dire correctement, de donner correctement cette prédiction. Voilà ce qu'on dit. Et oui, c'est plutôt un commentaire de film plutôt positif. Hein. Donc la polarité du document, là, il est plutôt positif. Et c'est ce que me donne ici l'outil qu'on a mis en place. Hein. Sauf que là, c'est totalement immotivé. On peut le rendre automatique sous d'écran corpus. Voilà. Donc, ce que je voulais montrer dans cette vidéo aussi, c'est que on peut utiliser aussi des modèles préentraînés pour avoir une représentation de nos documents. Voilà. Et
Ça nous affranchit de tout un tas de manipulations toujours un peu hasardeuses quand on travaille directement sur des matrices documentaires. Voilà. Mais à la sortie, on a bien une représentation des documents en une matrice document features, ce qui est le but de la manœuvre. Une fois qu'on a une représentation document, une matrice document features, on peut appliquer classiquement les algorithmes, le schéma type de l'analyse prédictive avec les algorithmes de machine learning. Voilà ce que je vous montre. Alors, encore une fois, dans cette vidéo, je me suis centré sur Word2Vec et j'ai travaillé sur Gensim parce que je veux explorer Gensim et vous montrer comment l'utiliser. Mais à mon avis, pour les personnes qui travaillent sur les projets, je ne sais pas, il y a quelque chose à voir du côté de BERT, il me semble. Hein, voilà. Et on peut voir, par exemple, des exemples d'utilisation sur des tutos sur Internet qui sont, certaines sont bien écrites. D'autres un peu moins, mais certaines sont bien écrites. Voilà, voilà. Et là, pour le coup, ça vous amène aussi PyTorch. Donc, ça vous permettra de voir ce qui se passe. Voilà, excellent travail à tous.